Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais pas une vidéo sur ce qu'il faut commencer mais ce qu'il faut arrêter, sur ces choses qui vous tirent vers le fond. En tout cas moi, c'est des choses qui m'ont à mon avis empêché d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés. J'en ai pris 9. Il y en a qui sont très récentes, euh, pas plus tard qu'hier, et il y en a qui datent de beaucoup plus longtemps. Je me suis rendu compte à ma première boîte Germinal, qui était une agence de growth marketing, qu'on avait monté une quarantaine de personnes. J'ai piqué cette vidéo à Guillaume Moubèche, donc merci beaucoup Guillaume. La dernière, je vous parle un peu de l'exit. En fait, ça fait un peu une conclusion sur les autres. Et c'est vraiment un truc dont, comme je vous dis, je me suis rendu compte très récemment. Cette dernier apprentissage, c'est un truc, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont cristallisé pour que je comprenne ça très profondément. Donc, je pense que vous allez bien aimer. C'est parti. J'ai longtemps cru qu'être un leader par l'exemple était suffisant. Dans ma première boîte, au début, je me fixais comme objectif d'être le moins bien payé, donc j'étais à 35K. Je me dis, si je suis le moins bien payé et que je suis celui qui travaille le plus, ça va donner envie aux gens de se motiver à fond. La vérité, c'est que ça marche pas comme ça et que c'est pas suffisant. Et donc, attention, si vous voulez être un leader par l'exemple, vous pouvez vous sacrifier pour l'équipe. Il y a un moment où, en fait, les gens, ils ont des besoins et c'est pas parce que vous avez moins et que vous travaillez plus que ça va les motiver. Et d'ailleurs, dans cette boîte, on avait un churn de le temps moyen pour un employé, en moyenne, donc un employé restait 9 mois. On avait un turnover de 130%. Et pourtant, je me butais bien la tâche. Donc la preuve que ça ne fonctionne pas. Deuxième chose, se fixer un objectif sans le répéter encore et encore et encore. Ça, c'est un truc. Oh là là. Vous fixez un objectif à l'écrit en début de quarter. Alors pire à l'oral, mais à l'écrit dans un document. Vous n'en parlez plus. Vous l'avez en tête, parce qu'en fait, ce document avec tous les objectifs des gens, vous l'avez en tête, mais vous en parlez plus aux gens. Et à la fin du trimestre, vous ressortez cet objectif alors que vous l'aviez pas répété. En fait, un objectif que vous ne répétez pas au moins une fois par semaine n'existe pas. C'est comme dans une boîte, j'ai coutume de dire, si vous n'avez pas dit quelque chose 3 fois, vous ne l'avez pas dit. Voilà. Et ben pour les objectifs, faut le dire encore plus de fois. Répéter, 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 répéter. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Et c'est même extrêmement frustrant. Et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de mieux pour démotiver quelqu'un que de lui parler une fois d'un objectif, de le mettre sur un document, de ne plus en parler, et au bout de 3 mois, lui dire regarde, t'as pas atteint cet objectif dont on avait parlé. Pouah, pouah, pouah. Catastrophe. Catastrophe. Ah. 3. De croire que quand on manque d'énergie, il faut se reposer. C'est faux. Alors, dans certains cas, dans 10-15% des cas, il faut se reposer. C'est important. Mais dans 85% des cas, quand vous manquez d'énergie, quand vous avez la flemme, il faut pas se reposer. C'est Durov, le fondateur de Telegram, qui le dit très bien. L'énergie ne vient pas du repos, l'énergie vient de l'action. Le matin, quand vous avez la flemme, si vous dites j'ai la flemme, je reste dans mon lit ou je scrolle mon téléphone, votre niveau d'énergie va continuer à baisser. Si vous levez, vous allez marcher ou vous allez courir et après vous prenez une douche froide ou en tout cas pas très chaude, ça va vous redonner de l'énergie. Ça va vous redonner de l'énergie. Pareil, vous avez un truc à faire au taf, ça vous angoisse, vous êtes là en mode j'ai pas envie, j'ai la flemme, là, là, là. Vous faites ce truc et quand vous l'avez fait, vous vous sentez mieux. C'est génial, c'est fantastique. D'un coup, le monde vous appartient. Et là, vous prenez un café et vous éclatez tout. Donc voilà, arrêtez de croire que quand vous êtes trop fatigué, c'est parce qu'il faut vous reposer. Bien sûr, dans certains cas, quand on a tout donné, il faut se reposer, mais ça pourrait être le sujet d'une vidéo complète. Alors ça, un truc très très récent. C'est avant, j'arrêtais pas de me poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas? Et j'ai arrêté de me poser uniquement cette question. Maintenant, ce que je fais, c'est que je me demande, qu'est-ce que je n'ai pas? Mais qu'est-ce que j'ai? Tous les jours, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai que j'apprécie? Bah, j'apprécie être en San Francisco, j'apprécie ce temps, j'apprécie d'avoir des amis avec qui j'ai une super relation, j'apprécie d'avoir une femme que j'aime plus que tout, j'apprécie d'avoir un cofondateur avec qui je m'entends hyper bien. Et en fait, le problème, c'est que souvent, ces choses-là, quand on oublie qu'elles sont importantes pour nous, déjà, on s'en rend pas compte et ça nous rend plus malheureux qu'on ne l'est vraiment. Et de deux, c'est des choses qu'on peut finir par perdre. Parce que si on se rend pas compte que sa relation de couple, elle est hyper importante pour nous, eh ben, on va travailler jusqu'à 21h, on va pas prendre du temps pour le couple, et le jour où votre femme vous quitte parce qu'elle en peut plus, et là, vous vous rendez compte que, waouh, vous avez vraiment loupé un truc. Voilà. C'est simple, mais ça marche. Euh, de se poser la question, pas de se retrouver célibataire. De comparer mon arrière-boutique à la vitrine des autres. Il y a un truc que j'ai mis très longtemps à comprendre, mais alors vraiment très très longtemps, c'est que j'étais hyper frustré quand je voyais les gens, je me disais, mais eux, ça marche, c'est facile, etc. Et dès que je parle à un entrepreneur, je me rendais compte qu'en fait, eux, bah, ils galéraient comme moi. Et c'est marrant parce que j'étais toujours envieux de plein d'entrepreneurs, parce que je comparais mon arrière-boutique à leur vitrine, et à chaque fois que je parlais à un mec comme ça, et que je savais ce qu'il y avait derrière, le struggle,
qu'il y avait derrière, bah, en fait, je me disais, ah, bah, en fait, non, bon, bah, il mérite ce qui lui arrive, quoi. Et j'ai mis longtemps à me rendre compte que si à chaque fois que je parlais à quelqu'un, c'était comme ça, c'était sans doute comme ça pour tout le monde. Un exemple. Pendant très longtemps, j'ai été très envieux de Guillaume Moubèche. Parce que bah, Guillaume Moubèche, c'est l'incarnation de la réussite à la française. Voilà, je te salue, je te pique tes vidéos, je parle de toi. C'est un mec brillant, il fait énormément de revenus. Et ben en fait, si vous regardez, ça c'est des infos publiques que je peux vous dire, à un moment, Guillaume, sa boîte, bah, elle était flat en termes de revenus. Ça s'est mal passé avec ses cofondateurs. Et ça a été un moment très, 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 très difficile pour lui. Et en fait, il est comme nous, Guillaume. Il y a des moments où il galère. Et il le dit très bien dans ses vidéos, etc. Et je pourrais vous donner plein d'exemples comme ça. Et je parle de boîtes qui font 75 millions, 100 millions, 200 millions de revenus. Donc arrêtez de comparer votre boutique à la vitrine des autres. Comparez juste votre boutique à la boutique des autres. Et pour faire ça, il faut que vous arriviez à rencontrer les entrepreneurs et à montrer un peu de vulnérabilité. Et quand on est entre pairs et qu'on montre de la vulnérabilité, ça nous fait du bien, ça nous fait avancer. C'est cool. Arrêtez de scroller les réseaux sociaux. Numéro 6. Bien payer les gens suffit à les motiver. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est évident. Non, pour moi, là, je pense que la rémunération, c'est 10 ou 15% de la motivation. C'est toujours le truc qui sort. Parce que quand on se sent pas valorisé, qu'on trouve que ce job n'est pas intéressant, qu'on trouve que on n'est pas dans une industrie, que ça va pas assez vite, que ces objectifs sont pas clairs, enfin tous les trucs qui peuvent vous démotiver, il y en a encore plein d'autres. Et ben en fait, ce qu'on vient dire, si on vient pas dire à son boss, écoute, je pense qu'il y a un manque de sens dans la boîte parce qu'à ta dernière réunion de quarter, tu nous as pas dit pourquoi on bossait. Du coup, je vois pas l'impact de ce que je fais au quotidien. Et du coup, bah non, les gens, c'est très difficile de faire un autodiagnostic comme ça. Ils viennent vous voir et vous disent, je veux une augmentation. Parce qu'eux aussi, ils pensent qu'ils vont se sentir mieux. Et moi, j'ai fait une expérimentation assez marrante sur ma première boîte. J'avais augmenté quelqu'un 4 trimestres d'affilée. Et ben, au 5e trimestre, quand je l'ai pas augmenté, il a fait la gueule. Donc, pour vous dire à quel point l'argent, c'est une drogue dure. C'est une accoutumance hyper forte. Voilà. Donc, faites vraiment gaffe. La motivation, ça dépend pas de l'argent. Et ici, dans la vallée, il y a plein de boîtes qui arrivent à faire que des gens viennent chez eux en étant payés 50% de moins que chez un Google, un Amazon, etc. parce qu'ils arrivent à comprendre le secret de cette motivation et de cette culture de boîte. Ne pas chercher les raccourcis dans le relationnel. Ça, c'est le 7. Notamment quand vous rencontrez des gens un peu stylés. Souvent, moi, quand je rencontre des gens un peu stylés, c'est ce que j'ai fait à San Francisco. J'arrêtais pas je me dis, putain, j'arrive à rencontrer cette personne, il faut tout de suite que je sois hyper pote avec elle ou que je lui demande un service. Vous voyez, faut que je le fasse, quoi. Faut qu'il se passe un truc, vous voyez. C'est pas comme ça que ça marche. Déjà, en fait, quand vous forcez votre jeu en demandant un service, en essayant d'être trop pote, la personne, elle le sent et ça la braque. D'autant plus si c'est quelqu'un de successful qui a l'habitude. Du coup, en fait, moi, mon framework maintenant, c'est juste, j'essaie de connecter avec cette personne et de passer un bon moment avec elle. J'ai aucune arrière-pensée. Je me dis juste, c'est quoi la passion qu'on a en commun? C'est quoi la discussion qu'on a à peu avoir? C'est quoi le truc sur lequel peut-être je peux l'aider? La sagesse qu'il peut m'apporter et je me focus là-dessus. Et je fais ça pendant 3, 4, 5, 6 meetings. Et en fait, naturellement, il y a un moment où la personne, bah, je vais pouvoir l'aider, elle va pouvoir m'aider, on va créer cette relation, whatever. Mais j'arrête de prendre des raccourcis. Et pareil, un autre truc, c'est un bonus que j'avais pas prévu, mais quand vous rencontrez quelqu'un de très connu et qu'après vous lui donnez plus de nouvelles, vous le tenez plus au courant, vous le connaissez, mais lui, il vous connaît pas. Et moi, j'ai fait ça avec Xavier Niel. Xavier Niel, il avait écrit la préface de mon bouquin, je l'avais rencontré pour bosser avec lui, et j'avais l'impression, parce que je l'avais vu 2 fois 30 minutes dans ma vie, qu'il me connaissait. Mais en fait, Xavier Niel, en 5 ans, il en a rencontré des centaines de personnes. Donc là, quand je lui renvoie un email, il sait même plus qui j'étais. Mais bien sûr, le mec, il a rencontré des gens tellement importants. Donc, faites aussi très attention quand vous rencontrez des gens cool, ne forcez pas, ce que je vous disais. Et deux, tenez-les au courant, ça fait toujours plaisir. Et moi, les gens qui me tiennent au courant tous les trimestres de là où ils en sont, je les ai vus il y a 5 ans, je me souviens toujours d'eux, et ça crée une relation très cool. 8. Se laisser berner par la dopamine. Enfin, 9, si on compte le bonus. Se laisser berner par la dopamine de lancer quelque chose de nouveau. C'est mon avant-dernier. Quand on lance un nouveau truc, une nouvelle idée est toujours sexy. Et ça, c'est un piège dans lequel je suis tombé. Quand vous manquez d'énergie, vous avez envie de lancer des nouveaux trucs. Parce que bosser sur un problème qu'on connaît, c'est toujours plus difficile que d'attaquer un problème qu'on ne connaît pas et qui a l'air plus simple. C'est toujours plus facile de se dire qu'on va écrire un nouveau prospect plutôt que de relancer les 82 prospects qui nous ont pas répondu. Sauf que entre relancer 82 prospects, ça vous fait chier, bah, 0 dopamine, mais vous avez beaucoup plus de chances de signer un contrat que d'écrire à 10 nouveaux mecs où vous dites peut-être que ces mecs-là, parce qu'en fait, la vente, par exemple, c'est 5 étapes. Et entre l'étape 4 et l'étape 5, pour arriver à la signature, c'est là où c'est le plus dur. Et oui, c'est facile de mettre plein de gens à l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Par exemple, je me suis retrouvé à un moment, qu'est-ce que je faisais? Je remplissais mon CRM avec des nouveaux prospects. Et j'avais mon shoot de dopamine. Parce que je me disais, ouais, putain, ce mec-là, on va peut-être bosser, je m'imaginais signer un deal et tout. Non, non, mon petit Grégoire. T'écris au mec,
Ça fait 7 fois qu'il t'a pas répondu. Là, t'as pas de dopamine. Mais lui, en fait, bah, si tu lui as envoyé des messages intelligents, qui t'a déjà répondu une fois, il y a plus de chances de signer un contrat qu'avec le tout nouveau. Voilà, je vous prends l'exemple dans la vente, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour les pivots, c'est vrai pour les recrutements. On préfère toujours recruter quelqu'un de nouveau plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi ça va pas avec la personne qui est chez nous. Et on va avoir une lune de miel de 3 mois, et en fait, et après de nouveau, on va se rendre compte, on va recruter quelqu'un de nouveau. Bref, recrutement, vente, levée de fonds, pivot stratégique, la nouveauté, vous faites toujours un shoot de dopamine, méfiez-vous-en. Dernier, l'exit, vendre sa boîte. Le problème de vendre sa boîte, c'est qu'en fait, on pense qu'on va accéder à quelque chose d'incroyable parce qu'en fait, on accède enfin à quelque chose qu'on n'a pas, c'est-à-dire beaucoup d'argent quand ça se passe bien et un statut social. On se dit, on va pouvoir investir, on va avoir des nouveaux services. Mais en fait, et c'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure, on perd beaucoup de choses qu'on avait, c'est-à-dire, c'est plein de choses qu'on n'avait pas, mais qui en fait étaient assez marginales, souvent dans notre vie, pour avoir, et surtout pour perdre, vous allez perdre des choses que vous aviez. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'entrepreneurs qui font une dépression quand ils vendent leur boîte. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, vous pouvez voler en business, avoir un chalet dans les Alpes, etc. Mais vous perdez le fait de bosser avec une équipe hyper motivée si vous quittez votre boîte. Vous perdez le fait d'être au fil de l'attention, au centre de l'attention. Vous perdez ce côté aventure. En fait, vous perdez tous ces trucs qui faisaient que votre quotidien était ouf. Alors bien sûr, il y a des gens, ils vendent leur boîte, ils sont très heureux, mais la plupart, ils le sont pas. Parce qu'en fait, ils se sont juste pas demandé qu'est-ce que je veux dans la vie et ils se sont pas rendu compte qu'en vendant, ils allaient le perdre. Voilà, donc faites ce petit truc. Demandez-vous qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai, et vous vous rendrez peut-être compte que c'est pas l'exit qui vous rendra heureux, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être vous payer plus, c'est peut-être faire un peu de secondaire, vendre une part de vos boîtes. Donc faites attention, voilà. L'exit, ça vous donne des choses que vous n'avez pas, mais souvent ça vous fait perdre beaucoup de choses que vous avez et qui en fait font que votre vie est trop cool. Des bisous, ciao. Je sais pas où on arrête. Ah, c'est là.